Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, le grand oral du gouvernement, toutes les questions liées à la tension politique passée en revue lors d'une conférence de presse fleuve. La rencontre a pris fin il y a quelques minutes, on fait le point dans un instant. À la une également, la grève des agents des impôts et des domaines. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Le mouvement d'humeur a-t-il été suivi? Le détail dans cette édition. Et puis, bonne nouvelle, vent de décrispation dans le secteur de l'éducation. Rencontre fructueuse entre la tutelle et les syndicats du SAEMS et du QSEMS. Les plans d'action sont abandonnés. On vous explique tout dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Bonsoir à tous, mais d'abord ce cas de noyade dans le nord du Sénégal à Richard Toll. Le corps sans vie d'un enseignant a été retrouvé dans le fleuve de Tatoué. Les explications de Ousseynou Diop. Tout est parti d'une bagarre qui a éclaté entre douaniers et fraudeurs dans le fleuve Taoué. Après une course-poursuite dans le fleuve, un indicateur a quitté la pirogue des douaniers où il se trouvait pour rejoindre celle des fraudeurs. C'est ainsi qu'une bagarre a éclaté entre les deux parties. Lors de cet affrontement, un indicateur est tombé dans l'eau et tout s'est passé sous les yeux du professeur de mathématiques et sciences physiques du nom de Singiam Ning qui servait au CEM de Kermbaye. Face à l'impuissance et l'impossibilité de l'indicateur d'atteindre l'autre rive, le professeur originaire de Diofor, qui habitait à quelques mètres du fleuve de Taoué, a décidé de le sauver. Mais malheureusement, ce dernier a trouvé la mort par noyade, alors que l'indicateur est sorti sain et sauf. Les recherches des sapeurs-pompiers ont permis de retrouver le corps du professeur né le 31 juillet 1987 dans le fleuve Taoué. Peu après 15 heures, son corps a été déposé à l'hôpital de Kabak, à Richard Toll. Selon notre source, Singiam Ning, professeur de mathématiques et sciences physiques, laisse derrière lui une femme en état de grossesse. Merci Ousseynou. L'actualité, c'est aussi le grand oral du gouvernement. Toutes les questions liées à la tension politique actuelle passées en revue lors d'une conférence de presse qui vient de prendre fin. Une conférence de presse fleuve, manifestation sanglante. Début juin, le gouvernement déterminé à faire la lumière sur ces événements malheureux. Écoutons le Premier ministre Amadou Ba. Les violences notées, les destructions de biens publics et privés ont des répercussions négatives et un coût considérable qui mettent en péril les emplois, les entreprises locales, tout comme les partenaires de pays amis et l'activité économique en général. Une évaluation est en cours pour estimer l'ampleur des pertes matérielles afin de déterminer les mesures à prendre au profit des entreprises et les mécanismes de soutien appropriés pour l'ensemble des victimes de ces événements. Le gouvernement est déterminé à faire la lumière sur les événements récents et à traduire en justice tous ceux qui ont commis des actes répréhensibles. Nous nous engageons résolument à ce que toutes les personnes impliquées dans ces violences répondent de leurs actions. C'est dans ce cadre que des arrestations ont été effectuées et que toutes les diligences sont en cours pour que la justice soit dite dans les meilleurs délais. Je tiens à souligner que les mineurs et les élèves arrêtés ont été d'ores et déjà libérés et remis à leurs parents. D'autres personnes, sur qui pèsent des présomptions et des soupçons élevés, sont maintenus en détention pour les besoins de l'enquête. Et concernant l'exécution de la décision de justice condamnant Ousmane Sonko à 2 ans de prison, le ministre de la Justice a évoqué cette question. Selon Ousmane Madior Fall, selon Ismaïla Madior Fall, la décision condamnant Ousmane Sonko n'est pas encore disponible. En plus, il faut que cette décision soit notifiée à la personne condamnée, ce qui n'est pas encore le cas. C'est à la suite de cette procédure qu'Ousmane Sonko peut se constituer prisonnier ou que le parquet décide de l'amener. Et puis le ministre de l'Intérieur, pour sa part, Antoine Diome, revenant sur les vidéos polémiques de civils armés, Antoine Diome rappelle qu'une enquête est ouverte. La justice va faire ses investigations
Pour apporter la lumière sur cette affaire, le ministre de l'Intérieur d'ajouter que ces services disposent de données filmées par les services techniques de la police. Il reste convaincu que la justice pourra dire ce qui s'est réellement passé. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'UCAD, l'heure est à la reconstitution après la destruction lors des émeutes du 1er juin. Le professeur Abdussalam Sall plaide pour une mise en place d'une police universitaire pour assurer la sécurité dans l'espace universitaire. Le voici avec Chérif Dia. Il faut beaucoup regretter ce qui s'est passé. Maintenant, il faut en tirer les conséquences, c'est-à-dire il faut informer davantage, mais sécuriser davantage le campus et que l'embryon de police qui existe au niveau de l'université doit monter en gamme pour qu'on ait notre propre dispositif de sécurité pour sécuriser les biens et les personnes. Mais il faudrait encore qu'on réfléchisse un peu sur le dimensionnement de l'université de Dakar. Ce qui s'est passé, c'est regrettable, mais est-ce que ce n'est pas une opportunité pour nous aussi? Est-ce que nous ne devons pas reconstruire notre université, mais reconstruire notre université nous-mêmes? En venant ici, j'ai discuté avec la présidente de la fondation de l'université de Dakar, Madame Aminta Falnian, mais aussi avec le recteur Ali Mbaye, pour qu'on voit. Nous saluons l'initiative du directeur du CESTI qui a mobilisé ses diplômés pour reconstruire le CESTI, mais il faut que ce soit un mouvement d'ensemble. Nous souhaitons vraiment que les chefs d'établissement, les chefs de département soient les premiers à s'engager dans le fundraising. Mais l'idée est simple. 1 million de Sénégalais ou 1 million d'actions, à raison de 10 000 francs la part, ça fait 10 milliards. Et nous reconstruisons notre université. Le professeur Abdussalam Sall, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, était l'invité de la matinale de TFM. Couteau, hache, machette, feuilles de boucher, la vente à la sauvette de tous ces objets désormais interdits à Ziguinchor. C'est pour des raisons de sécurité, avance le préfet de Ziguinchor. Chérif Blandin Diop précise que seuls les lieux habilités, les magasins de vente de vaisselle, quincaillerie, etc., sont autorisés à commercialiser de tels objets. L'arrêté du préfet intervient à J-14 de la fête de Tabaski, période où on avait l'habitude d'assister à la vente de ces objets qui servent au dépeçage de moutons. Journée de prière et de lecture du Coran et une recommandation, vous le savez, du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké à Touba et à Dakar principalement. Et ici dans la capitale, à la grande mosquée de Massalikul Jinan, les fidèles ont répondu à l'appel du Khalife. Reportage Maïmouna Ndiaye et Lamine Ndiaye. Dans cette pièce, des exemplaires du Saint-Coran bien disposés. Après le dispatching, ces fidèles mourides se retrouvent dans cette grande salle dédiée à la prière. À la mosquée Massalikul Jinan, l'appel du Khalife général des mourides est bien suivi. Comme toujours, nous sommes réunis dans l'enceinte de cette grande mosquée pour honorer les recommandations de Serigne Touba à travers le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Ibn Serigne Bassirou Mbacké. Aujourd'hui, c'est un jour solennel pour nous et c'est universel, comme vous l'avez constaté. Dans tous les résidences de Serigne Touba, à travers le monde, aujourd'hui, nous sommes en train de faire la lecture du Saint-Coran. Ça, vous l'avez constaté et vous pouvez aussi en témoigner de vous-même. Ici, tout se passe dans la ferveur, union de prière, des moments de communion aussi. Nous sommes là, nous aussi, pour répondre à cet appel du Khalife, pour que la paix et l'hivernage, pour que la paix réside dans ce pays et que l'hivernage aussi qui s'approche soit clément et que nous ayons donc de bonne culture. C'est très important parce que nous savons tous qu'aujourd'hui l'arme du musulman c'est la prière. Et c'est pour cela que le marabout nous a invités, nous tous, à faire la lecture du Saint-Coran au niveau de toutes les mosquées et des résidences de Serigne Touba. C'est tellement important pour la communauté afin que la paix puisse régner dans ce pays et en Afrique
et dans le monde. Ce fidèle a pris part à la journée de prière. Il se dit fier. Seigne Mountakha l'a fait comme tout khalife l'a toujours fait. Il l'a fait pour faire revenir la paix. Donc on est là pour participer sur cela. Bien sûr, comme je viens de vous le dire, en tant que musulman et mouride, pour que la paix revienne au Sénégal. Après la lecture du Coran, des repas étaient servis aux fidèles venus répondre en masse à l'appel du khalife général des Mourides. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. À la recherche toujours de cette voie pacifique, le mouvement Union Sacrée Sénégal appelle le pouvoir et l'opposition à s'asseoir autour d'une table pour discuter et trouver une solution à cette tension politique. Écoutons Ousmane Kane, un agent des Nations Unies expert en défense et sécurité. Il est à la tête de ce mouvement. Il est interrogé par d'autres équipes à Mbour. Jusqu'ici, citer un exemple sur le continent africain, pour sa culture de paix et de cohésion sociale, son héritage religieux et culturel, son multipartisme et ses alternances politiques réussies jusqu'ici. Mes chers compatriotes, les scènes auxquelles nous avons assisté au Sénégal ont révélé des fractures profondes qu'il est impératif de résoudre immédiatement afin d'éviter l'embrasement. Notre sous-région est déjà confrontée à de multiples défis, notamment les coups d'État militaires, le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et la prolifération d'armes illégales. Le Sénégal a été jusqu'ici épargné de ces chocs sécuritaires. Cependant, les tensions socio-politiques récurrentes dans notre pays constituent désormais une menace réelle sur la sécurité, non seulement au plan national, mais sur le plan sous-régional. L'autre grand titre de cette édition, 48 heures de grève du syndicat autonome des agents et des impôts et des domaines. Les travailleurs dénoncent de mauvaises conditions de travail. Selon les syndicalistes, le mouvement d'humeur a été bien suivi. Voyons tout cela avec Fatima Touré et Pape Sango Nimbaye. 48 heures de grève totale décrétée par le syndicat autonome des agents des impôts et des domaines. Ces derniers évoquent un certain nombre de points revendicatifs non pris en compte par la hiérarchie. Entre autres points, la question liée au plan de carrière. Il s'agit de la deuxième ou de la troisième phase de notre plan d'action. Parce qu'avant cela, nous avons tenu différentes journées de port de brassard rouge. On avait même retenu une journée de présence passive. Il y avait également d'autres journées de grève qu'on avait prévues, mais c'était pour justement donner la chance aux négociations entamées d'aboutir. Bon, les points revendicatifs tournent autour de la question du plan de carrière, autour également de la question des conditions de travail, mais il y a également la libération de nos collègues Bassirou Diomaye Faye et Waly Diouf Bodian. Un mouvement d'humeur qui a eu les effets escomptés selon les syndicalistes. En tout cas, moi, les services que j'ai pu visiter depuis ce matin, et Dieu sait que j'ai pu faire beaucoup de services de Rufisque à Dakar, donc en passant par Guédiawaye, j'ai été à la foire, j'ai été à Mermoz. La situation que moi personnellement j'ai trouvée, c'est que en majorité, les collègues ont suivi le mot d'ordre. Et aujourd'hui, coïncidant effectivement avec une échéance mensuelle, les contribuables ont eu du mal à satisfaire leurs obligations de déclaration et de paiement. D'ailleurs, le syndicat ne compte pas lâcher du lest, tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites. On peut retenir tout de suite que le mot d'ordre sera renouvelé autant de fois que nécessaire, mais nous comptons également convoquer dès la semaine prochaine une nouvelle assemblée générale pour déterminer ensemble un autre plan d'action. À noter que le directeur général de la DGID, dans un communiqué, déclare n'avoir jamais été saisi officiellement depuis son installation le 17 février 2023. Il se dit toutefois ouvert pour discuter de ces questions avec eux. Fatima, et pour la directrice du recouvrement de la DGID, le mouvement n'a pas vraiment impacté le déroulement des opérations. Selon elle, plus de 80% des recettes ont été recouvrées aujourd'hui, ce 15 juin, qui correspond à l'échéance du paiement des taxes et redevances. Sachez quand même que bien avant même la survenue de ce mouvement d'humeur, en rapport avec le bureau de la communication,
nous avons eu à mettre en place un certain nombre de dispositions. Il faut aussi savoir que les plus gros contributeurs aujourd'hui de la DGID sont au niveau des téléprocédures. Oui, parce que nous avons aujourd'hui 2 applications, donc principalement e-tax pour les grandes et les moyennes entreprises et mon espace perso pour les petites entreprises qui aujourd'hui utilisent ces téléprocédures-là pour s'acquitter de leurs obligations déclaratives et de paiement, ce qui fait que 80%, voire 87% des recettes sont déjà sécurisées via le canal des téléprocédures. Face à la situation, il a fallu prendre aussi des mesures exceptionnelles. Aujourd'hui, par exemple, on a fait en sorte que les contribuables, les usagers, je dirais même les clients de la DGID qui se présentent aujourd'hui au niveau de nos caisses, puissent avoir des vis-à-vis. Donc ce qu'on a fait, c'est que soit les déclarations sont déchargées avec les chèques, soit on a accordé des habilitations, c'est-à-dire c'est des habilitations ad hoc qu'on a accordées à des agents pour qu'ils puissent procéder aux encaissements et de sorte que les contribuables ne puissent pas pâtir de cette situation. Éducation, rencontre fructueuse entre les syndicats du QSEMS et du CEMS et la tutelle. Les syndicats ont suspendu leur mot d'ordre de leur plan d'action. Plusieurs mesures allant dans le sens de la décrispation ont été prises, notamment la fixation des dates de démarrage des formations début juillet précisément, ainsi que l'annulation des sanctions. Le point avec Fatou Bintou Conté. Depuis le mois d'avril, pour de meilleures conditions de travail, les 2 syndicats d'enseignants, le SAEMS et le QSEMS, ont enfin rencontré le ministre de l'Éducation et sont tombés d'accord sur plusieurs points de revendication. À l'issue de cette rencontre, le ministre de l'Éducation nationale a pris des engagements forts pour aller dans le sens de la décrispation. En fixant d'abord la date de démarrage des formations qui portent sur donc celle des professeurs contractuels, la formation également des professeurs de philosophie, des chargés de cours, et également la formation de nos collègues MEPS qui devraient démarrer toutes ces formations en début de juillet. Nous y avons ajouté également les questions relatives donc à l'annulation des sanctions, question sur laquelle évidemment le ministre donc a donné un accord pour dire qu'il ira dans le sens de suspendre non seulement les sanctions, mais aller également dans le sens d'alléger et de prendre des mesures pour décrisper donc cette crise scolaire. Aussi dans un souci d'apaisement de l'espace scolaire. Ces mesures-là sont nécessaires puisque l'espace scolaire a été perturbé par la crise politique que le Sénégal vient de traverser et il est important de préserver ce climat social apaisé pour pouvoir terminer correctement cette année scolaire. D'ailleurs, un comité de suivi des accords a été mis en place et une rencontre est prévue la semaine prochaine avec les autres ministères. La convocation de la réunion du comité de suivi des accords, sur laquelle convocation il s'est accordé avec son collègue de la fonction publique en nous donnant rendez-vous à la date du jeudi 22. Lors de cette réunion, nous aurons l'opportunité de revenir, mais sur toutes les questions qui ne relèvent pas de son département, notamment la question des décisionnaires, également la question de l'octroi des parcelles, mais sur toutes les autres questions qui étaient laissées en suspens. Ce qui a conduit à la suspension des 2 syndicats de leur plan d'action. En suspens. Et appréciant ces résultats fort probants, mais le directoire du QSEMS ainsi que le secrétariat permanent donc du SAEMS se sont accordés pour aller vers une suspension du mode. Si les élèves peuvent faire normalement désormais leur composition du second semestre et les examens de fin d'études. Merci Fat Bintou. Le monde syndical attristé par la disparition de Sidi Ndiaye, figure emblématique du syndicalisme au Sénégal. Il a été inhumé aujourd'hui au cimetière musulman Bakia de Yoff. Le cortège funéraire est parti de l'hôpital principal de Dakar où a eu lieu la cérémonie de levée du corps. Voyons tout cela avec Habib Faye et Lamine Diagne. À la morgue de l'hôpital principal, les commentaires sont unanimes. Sidi Ndiaye était de son vivant une personne humble et digne qui s'est toujours battue pour les droits des travailleurs. Ce dossier qui a permis la régularisation de 333 travailleurs à Dangote, c'est grâce à M. Sidi Ndiaye. C'est juste un exemple parmi d'autres
Donc nous perdons, nous au niveau du dialogue social, un chantre du dialogue social. C'était un soldat, une sentinelle de tout ce qui était vraiment, ce qui était relatif à la bonne condition de tous les travailleurs, surtout les agents des collectivités locales en tant que point focal des élus locaux. Alors il était toujours là pour défendre le statut de l'élu local. Que j'ai connu dans le terrain politique et syndicaliste, donc c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de respect pour les populations, pour ses collaborateurs et pour l'administration que nous sommes. Donc c'est quelqu'un de pondéré et aussi d'une culture immense quand même, qui connaît très bien le monde syndical, qui est aussi un homme de conviction. Un père, un éducateur, Sidi Ndiaye est parti à jamais. Ses amis et proches parlent d'un syndicaliste engagé. Du secrétaire général Sidi Ndiaye. Donc aujourd'hui, c'est le monde syndical qui a perdu un grand homme. Sidia, je fais partie de ceux à qui il a parlé avant sa mort. Même quand il était sur son lit d'hôpital, il se souciait des conditions des travailleurs. Il me demandait où nous en étions avec les primes. C'est une grande perte pour le syndicalisme. Membre fondateur de And Gueusseum, il était un patriote d'une grande humilité. Le défunt laisse derrière lui un lourd héritage. Qui connaissent son engagement, qui vont respecter sa mémoire et qui vont continuer la lutte. Parce qu'un syndicaliste, c'est cela d'abord, la lutte pour préserver les droits des travailleurs et de ses mandants. Devant sa famille biologique et syndicale, le gouvernement témoigne que le défunt membre du CSE a consacré sa vie à la lutte syndicale jusqu'à son dernier souffle. De là où il est couché, nous devrions pouvoir entendre le message qu'il nous délivre. Message qui sourd, je veux dire qui jaillit des différentes prises de parole ici prononcées. De Sidi Ndiaye, on a dit qu'il a été longuement un défenseur des travailleurs, de leurs droits. Honorable Sidia était un éminent membre du Conseil, engagé, vous l'avez dit, rigoureux, vous l'avez dit, dans le travail. Très actif dans ces débats avec des contributions de qualité. Il était également assidu au Conseil, aux sessions et tenait à venir, même malade. Sidi Ndiaye est né avant l'indépendance. Il décède à l'âge de 66 ans suite à une maladie qu'il traînait. Il était aussi docteur en sciences de l'information. Ce mercredi, il a rejoint sa dernière demeure, les cimetières Bakia de Yoff. Adieu camarades. Merci Habib. Tout autre chose à présent, Sébi Kotan, des scientifiques alertent sur la qualité de l'air. Le niveau de pollution est très important dans cette commune. Des scientifiques sénégalais et français ont lancé l'alerte. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambasso. Donc c'est un outil extrêmement important qui permettra à Wetlands International, mais également à l'ensemble des acteurs, donc les institutions publiques, mais également les organisations de la société civile, les partenaires qui travaillent avec nous. Ce n'est pas le bon sujet, nous y reviendrons. Parlons de la guerre russo-ukrainienne, l'Afrique en mission diplomatique à Kiev et à Moscou. Une délégation de 4 chefs d'État et de chefs de gouvernement sera demain dans la capitale ukrainienne pour échanger avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, des présidents dont le chef de l'État Macky Sall. Cette délégation se rendra également en Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine. Ibrahim Khan. Première étape de la mission diplomatique africaine, Kiev, ce vendredi. La délégation, finalement composée de 4 chefs d'État africains, notamment le président des Comores, président en exercice de l'UA, Azali Assoumani, son prédécesseur à la tête de l'organisation africaine, le président Macky Sall, mais également Cyril Ramaphosa et Hakainde Hichilema, respectivement présidents de l'Afrique du Sud et de la Zambie. Grand enjeu de cette tentative de médiation pour l'Afrique, la préservation de l'accord céréalier, très important pour le continent noir, la contre-offensive ukrainienne lancée depuis la nuit du 7 au 8 juin, constituant une sérieuse menace sur celui-ci. Cheville ouvrière de cette mission de paix africaine, la Fondation Brazzaville, une organisation non gouvernementale britannique de renommée internationale qui se consacre à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable en Afrique et dans le monde entier.
L'organisation a initié une série de visites à Moscou et dans 6 pays d'Afrique entre le 22 mai et le 5 juin pour rendre possible cette mission dénommée Road of Peace, la route de la paix. À Kiev, ce vendredi, la délégation africaine se rendra dans la matinée à Boutcha, théâtre d'attaque russe contre les civils. Elle va rencontrer le président Volodymyr Zelensky dans l'après-midi avant de tenir une conférence de presse commune. La mission diplomatique quittera dans la soirée Kiev pour se rendre à Saint-Pétersbourg en Russie, seconde étape de la mission africaine. Vraiment, ce conflit a un impact socio-économique non négligeable et l'Afrique n'est pas épargnée. Le continent doit s'imposer comme acteur international, c'est la conviction de spécialistes en relations internationales interrogés par Al-Hassan Ba. La mission de médiation prévue du 16 au 18 juin est composée de 7 chefs d'État africains, dont le président Macky Sall. L'objectif est d'essayer d'instaurer la confiance entre l'Ukraine et la Russie, tenter de ramener la paix. L'enseignant et analyste en géopolitique et relations internationales Régis Ompé loue l'initiative, surtout que l'Afrique n'est pas trop sentie sur la scène internationale. On a beau le dire, cette guerre, même si elle est à des milliers de kilomètres carrés, donc des principales capitales centrales d'Afrique, il faut dire que cette guerre a des impacts qui sont économiques, géopolitiques et stratégiques sur le continent africain. Donc le simple fait qu'effectivement le président Macky Sall, le président Ramaphosa, le président de l'Union africaine, le président comorien prennent l'initiative effectivement d'engager des pourparlers de paix, moi je pense que c'est très louable. Une fois encore, c'est une façon aussi d'ancrer le continent africain dans tous les enjeux internationaux. On est très loin d'une Afrique victime de la géopolitique mondiale depuis la conférence de Berlin en 1885. Il y a 3 atouts pour ces chefs d'État africains pour parvenir à un accord. Le premier atout, c'est l'intérêt des belligérants. On a besoin de l'Afrique des 2 côtés. Même s'il estime que les chances d'aboutir à un cessez-le-feu sont encore minimes, l'enseignant pense que l'Afrique doit s'imposer comme acteur international. D'impliquer le continent, d'impliquer l'Union africaine, d'impliquer les Africains pour tenter la paix. La paix, ça se tente, ça ne se fabrique pas, ça ne se construit pas, ça ne s'improvise pas. Il faut tenter la paix. Donc je pense que cette mission, effectivement, elle mérite effectivement toute attention. Donc on a finalement des chefs d'État africains qui vont pouvoir parler aux 2 belligérants et ces 2 belligérants peuvent se dire on peut être écouté, on a des alliés dans cette délégation qui arrive d'Afrique et on va essayer d'avancer avec eux. L'Ukraine est la première étape pour les 7 dirigeants africains. Macky Sall et ses homologues de l'Afrique du Sud, du Congo, des Comores, de l'Égypte, de l'Ouganda et de la Zambie pourraient évoquer le blocage des stocks de céréales et des fertilisants qui subissent un blocus. Merci Alassane, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette mission africaine de la paix. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Moustapha Diop intitulé Un procès et des interrogations, Karim Wade, la CRI et la traque des biens supposés mal acquis. Note de lecture, on retrouve Ibou Diouf. D'emblée, l'auteur partage ses motivations, dire à travers ses lignes ce que le procès de Karim Wade lui a inspiré comme sentiment et comme réflexion aussi. Dans son ouvrage, Moustapha Diop convoque encore ce procès qui a tenu le Sénégal en haleine pendant plus de 8 mois. Je suis arrivé au PDS exactement au moment où le procès Karim Wade s'est déroulé pour parler aussi de tout ce qui a entouré le procès en termes de pression médiatique, en termes de tension politique à l'époque. Et j'ai commencé un tout petit peu à écrire, petit à petit. Et c'est un tout petit peu comme ça l'idée est venue. C'est vrai que ce n'était pas ce format au départ parce que c'était un pamphlet. Et après du pamphlet, je suis passé à un conte pour arriver finalement à l'essai. Cet ouvrage est essentiellement un ensemble de questions que le procès de la traque des biens supposés mal acquis a suscité au Sénégal et au-delà. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade est accusé d'avoir illégalement acquis une fortune par les biais de montage financier. Essayer de voir comment, à travers ce procès-là, à travers peut-être ce procès de Ousmane Sonko-là aussi, essayer de rendre la justice beaucoup plus saine pour que, en fait, la justice se rende partout dans tous les pays du monde, mais une fois que la justice est rendue, on a toujours la perception que ce n'est pas le pouvoir politique qui tente d'écraser un adversaire. Quel est l'exemple que l'auteur a voulu donner à travers ce procès? Quelle est la finalité de l'action judiciaire au Sénégal? L'auteur a pris le parti de traiter l'affaire Karim Wade
sous l'angle politico-judiciaire. J'avoue que comme beaucoup de Sénégalais, il y a toujours des interrogations qui n'ont pas de réponse malheureusement par rapport aux sommes qu'on nous avait avancées, par rapport aux résultats qu'on a obtenus. Je pense que comme beaucoup de Sénégalais, il y a toujours, on est resté sur notre faim. Le message que je voudrais lancer par rapport à ce livre-là, c'est de faire de sorte que les procès politiques ou autres puissent se passer comme les autres procès d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'autres procès qui se passent et qui se font normalement et après on passe à autre chose. L'auteur Moustapha Diop, par ailleurs professeur de français et romancier et blogueur. Son troisième ouvrage, Un procès et des interrogations, Karim Wade, la CREI et la traque des biens supposés mal acquis, lui a permis de poser des questions comme sur le nombre des partis politiques au Sénégal, mais aussi sur le modèle de gestion efficace des ressources gazières et pétrolières au Sénégal. Puis dans l'actualité sportive, football, Bénin-Sénégal, les liens quitteront finalement demain Dakar, direction Cotonou, arrivée au Bénin prévu à 11h30, suivi d'un galop d'entraînement au stade général Mathieu Kérikou et de la traditionnelle conférence de presse de veille de match. Et puis basket, Yacine Diop, toujours confiante en ses capacités à l'orée de l'afro-basket féminin 2023. L'ailière, qui est restée 1 an sans jouer, se dit prête à aider l'équipe du Sénégal à atteindre ses objectifs. Nous l'écoutons. Que ce soit Ouganda ou Mali, nous allons aborder nos adversaires de poule de la même manière avec l'objectif de toujours gagner. Le sélectionneur me fait confiance. C'est à moi de prouver que mon talent reste intact. En plus du physique pour jouer en afro-basket, nous allons pour soulever le trophée, pas pour une simple participation. L'objectif podium, c'est viser plus au fait pour arriver au titre. Il faudrait trouver une certaine culture de la gagne et être prête mentalement. Il faudra aussi une union sacrée des joueuses et que chacune apporte sa contribution pour gagner. Et puis foot féminin, la finale du championnat de foot se joue ce 18 juin. L'AS Bambey, équipe finaliste, va défier l'Olympique de Ziguinchor à Thiès. Un match qui promet eu égard au palmarès des protégés de Mbayang Thiam. Voyons tout cela avec Babacar Diouf. Elles ont déjà porté le nom de Bambey à un niveau jamais soupçonné. On est monté en première division. Il leur reste cependant une dernière manche, remporter le championnat D2 de football féminin. Pour cela, Serena Lewis Gomis et ses protégés sont prêtes. Vous avez fait 20 minutes à suivre les filles. Vous-même, vous pouvez constater que les filles sont prêtes. Parce que nous, les coachs, si on est prêts, c'est sûr que les filles ont beaucoup plus prêtes parce que la victoire les revient. Donc c'est dans leur palmarès que sera écrite qu'ils ont remporté, non seulement ils ont monté en première division et qu'ils étaient championnes de la D2. L'année prochaine, elles vont compétir en D2, mais cela ne leur fait pas monter sur leur grand cheval. L'essentiel, c'est le terrain qui détermine les choses. Donc l'essentiel en est qu'on puisse se préparer pour pouvoir affronter la finale. Aujourd'hui, tout ce qu'elles souhaitent, c'est l'accompagnement de la communauté pour les pousser à la victoire finale. Donc il n'y a pas une préparation particulière pour la finale. Donc c'est pratiquement les mêmes matchs, c'est le championnat. Sauf que ici c'est un seul match. Tu gagnes, tu remportes la coupe, tu perds, tu retournes bredouille. Mais n'empêche que on les appelle à nous accompagner pour la finale. Je crois qu'il y a, si je ne me trompe pas, une mobilisation des supporters qui pourront venir ce jour-là au stade pousser l'équipe à la résultat final. En attendant, elles peuvent compter sur le soutien du président de la Ligue régionale de football, Abdoulaye Fall, qui fait des pieds et des mains pour les mettre à l'abri du besoin. Merci Babacar, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue. Dans un instant, Soir d'info, la suite avec Binta Diallo et son invité ce soir. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.